bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à cette webconférence qui commence Mars Bleu, que nous vous proposons Dis-moi Santé et mon réseau cancer colorectal. On est ravis parce que c'est vrai que depuis ce début du mois de mars, on entend beaucoup parler de dépistage. Or, en France, on n'est pas très bon sur ce dépistage organisé et c'est ça qu'on souhaitait voir avec notamment le professeur Ponchon. Bonsoir professeur Ponchon, donc vous êtes gastro-entérologue au centre Léon Bérard et vous allez ce soir nous refaire un point sur le dépistage organisé. Comment ça se passe pour les 50-74 ans. Donc, merci beaucoup. Et puis ensuite, on échangera avec le professeur Saurin parce qu'il y a des familles ou des personnes qui ont des facteurs de risque plus importants qui sont pas forcément dans ces 50-74 ans. Et donc, comment les identifier, comment savoir si on est soi-même dans ces populations particulières et quel suivi et quel dépistage particulier on doit avoir. Donc, merci professeur Saurin. Donc, vous êtes gastro-entérologue et généticien, donc vous avez la double casquette et vous êtes donc coordinateur des 2 réseaux nationaux et régionaux de coordination de prise en charge des personnes à haut risque. Et donc, vous allez nous expliquer tout ça. Bonsoir à tous les deux. Et nous serons également avec Sarah. Bonsoir Sarah, qui témoignera de son histoire. Et je laisse la parole à Laure. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente webconférence. Bonsoir, donc très rapidement, bienvenue à toutes et tous. Donc déjà, je voulais dire qu'on avait quand même pour la première année lancé en fanfare, j'allais dire Mars Bleu, avec notamment le professeur Thierry Ponchon, l'équipe de mon réseau cancer colorectal et la fondation Arcade, également l'équipe de la campagne Dépiste tes darons qui qui fait bouger un peu les lignes sur les réseaux sociaux. Et donc, cette année, on a démarré Mars Bleu avec l'illumination en bleu de l'Assemblée nationale. C'est un marqueur fort du fait que vraiment, collectivement, on doit beaucoup plus parler, s'informer et surtout faire le dépistage et un dépistage adapté à sa situation. Alors, donc, sur mon réseau cancer colorectal, évidemment, on en parle régulièrement et on a pu échanger avec Sarah, justement, à l'Assemblée nationale. Et Sarah a accepté de partager son histoire pour nous expliquer, justement, dans une famille, qu'est-ce qui se passe quand on est touché, quand on est plusieurs à être touchés. Donc, on va lui laisser la parole tout de suite parce qu'en fait, comme elle travaille ce soir, elle vient avec nous, voilà, quelques minutes pour partager son témoignage et nous donner un petit peu le contexte concret de cette conférence. Donc, à toi la parole, Sarah. Alors, il faut ouvrir ton micro. Bonjour à tout le monde. Beaucoup, je m'appelle Sarah. Donc, j'ai eu un cancer du côlon, mais au départ de l'histoire, c'était que mon père, il y a 20 ans, a eu un cancer du côlon au niveau du sigmoïde à l'âge de 60 ans. Pour le coup, c'est vrai qu'on dit souvent de dire à ses enfants, 10 ans avant, d'essayer de faire des dépistage, mais à l'époque, c'était pas du tout dans dit ou assez dit. Moi, j'ai pas fait. Et dans tous les cas, j'avais pas l'âge j'avais pas encore l'âge puisque j'ai eu un cancer au côlon sigmoïde au même endroit que mon père à l'âge de 42 ans. Donc voilà, j'ai fait de l'oncogénétique qui a été négatif. Donc pour le moment, on n'a pas trouvé, je pense, de lien génétique, mais en tout cas, même endroit, même lieu. Et pour le cancer, qui était pour ma part déjà métastatique, ce qui n'était pas le cas de mon père, qui était beaucoup plus âgé que moi, bien sûr. Donc voilà, et je pense qu'on ne parle pas assez dans les familles. Je pense que ça s'améliore de plus en plus, mais c'est pas facile et on ne nous donne pas cette information aussi, avec aussi les affiliés, les neveux, les nièces. Est-ce qu'il faut leur dire, pas leur dire, est-ce qu'il faut qu'ils dépistent? Et je pense que ça serait bien d'améliorer pour que les gens puissent améliorer le dépistage quand même pour eux et pour leur famille. Merci de ce témoignage. Et est-ce que tu peux nous dire si à l'époque, ton papa, vous en avez parlé de sa maladie ou pas trop? Oui, on parlait sans souci. On a suivi, on a aussi eu chimio, j'ai tout de suite eu. On était déjà adultes, toutes, donc avec mes sœurs. Mais c'est vrai que personne nous a dit qu'il aurait fallu nous tester. Mes sœurs, le hasard, ont eu des problèmes, donc ont eu des coloscopies, mais pas vraiment dû à ça, parce qu'elles avaient d'autres soucis.
Donc, au niveau à leurs 50 ans, donc il n'y avait pas de problème. Et moi, j'avais même pas l'âge et pour le coup, on ne s'était pas inquiété plus tôt. Et de toute façon, je n'avais rien du tout spécial avant d'être diagnostiquée. Donc c'est vrai qu'on ne s'était pas caché, mais je pense que ça n'a pas été assez dit qu'il fallait que la famille soit testée, les enfants du moins, bien de faire une coloscopie. Voilà, au moins 10 ans avant déjà, c'est déjà pas mal. Mais bon. Et donc, on espère, à travers la réunion de ce soir, apporter toutes ces réponses et bien clarifier pour toutes les personnes aujourd'hui touchées, pour savoir quoi dire à sa famille, à ses enfants, aux neveux et nièces, etc. Merci beaucoup, Sarah, pour ce témoignage. Oui, alors, Oriane, si je peux peut-être faire quelques rappels sur le dépistage organisé. Avec plaisir. Je pense que Jean-Christophe Sorin, enfin, je peux appeler Jean-Christophe, parce que nous nous connaissons très bien, nous avons travaillé très longtemps dans la même unité, et il pourra peut-être reprendre le cas de Sarah. Est-ce que vous entendez bien? J'ai l'impression qu'il y a un espèce de Non, fond. c'est parce que le micro de Sarah faisait du bruit, on l'a coupé et on entend mieux. Alors, oui, alors un petit rappel sur le dépistage organisé du cancer colorectal. Alors, il y a à la fois des bonnes nouvelles qu'a rappelé Laure, qui est que on a l'impression que la campagne de promotion du dépistage organisé du cancer colorectal a fait un bond cette année et commence un peu à rattraper celle qui concerne le dépistage organisé du cancer du sein. Voilà, vous connaissez Octobre Rose pour le cancer du sein, mais Mars Bleu était peut-être un peu plus ignoré, enfin il y avait moins d'action. Les politiques n'aimaient pas tellement parler de Mars Bleu parce que c'est le cancer colorectal, ce sont les selles, etc. Mais une étape importante a été franchie et finalement de façon emblématique, effectivement, grâce aux actions de tous, Patients en réseau, un peu Mon Action, etc., on a pu obtenir une élimination de l'Assemblée nationale en bleu, alors qu'elle était éliminée en rose, effectivement, pour Octobre Rose. Et puis, on a beaucoup sensibilisé les députés, les assistants parlementaires, et puis quand même la presse s'en est emparée. Donc c'est très bien. Voilà, c'est un progrès. Et je pense qu'en plus, à côté de ça, il y a un certain nombre de structures qui se sont manifestées avec différents slogans, différents messages, différentes affiches. Enfin, ça bouge. Voilà. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est quand même que jusqu'à présent, la participation de la population à ce dépistage reste faible, puisque elle est un petit peu inférieure à 30%, voilà, 30%, alors que, par exemple, aux Pays-Bas, elle dépasse les 70%, bien que les Pays-Bas aient commencé après nous. Voilà. Et puis même dans certaines régions d'Italie ou d'Espagne, les taux sont bien supérieurs aux taux français, alors qu'on pourrait penser, c'est peut-être comment dire, l'esprit méditerranéen qui n'est pas très favorable à suivre les consignes de dépistage. Mais non, ça marche pas mal en Italie, ça marche pas mal en Espagne. Alors, les chiffres sont de 30%. Alors, je rappelle simplement que ce dépistage consiste à réaliser tous les 2 ans, dans la période de 50 à 74 ans, un test qui consiste à prélever un peu de sel, et on recherche sur ce prélèvement de sel du sang occulte, donc il n'est pas visible. Il suffit de faire un prélèvement de sel qu'on glisse dans un tube et qu'on envoie par la poste à un laboratoire centralisé français qui le lit et qui répond rapidement, voilà, si le test est positif ou négatif. Bon, alors 4% des tests sont positifs, bon, que 4%, mais ces personnes qui ont un test positif doivent avoir une coloscopie parce que quand le test est positif, on a 50% de risque de trouver quelque chose, que ce soit un polype, 40% des cas, enfin un polype adénomateux qui est précurseur de cancer, voire même un cancer dans 10% des cas. Donc à ce moment-là a lieu la coloscopie. Et le problème que l'on a, donc, c'est que ce test est fait que pour 30% de la population, malgré le fait que c'était été lancé en France depuis longtemps, malgré le fait qu'on ait augmenté les moyens de distribution, parce qu'avant,
la distribution du test passait par le médecin traitant. Or les médecins traitants sont très utiles pour la santé publique, mais prendre un rendez-vous, c'est pas facile, ils sont débordés, malheureusement, il y a des zones qui sont pas très bien couvertes, enfin, etc. Donc, c'est pas toujours facile de recevoir un test de la part de son médecin traitant. Et donc, on a utilisé d'autres moyens, le pharmacien, donc on peut avoir son test, c'est le pharmacien, on peut le commander en ligne, et puis il y a certains spécialistes, dont par exemple les hépatogastroentérologues, qui peuvent donner le test. Voilà. On a élargi la distribution du test, mais finalement, on voit quand même pas bondir les chiffres, un peu comme si les personnes qui faisaient déjà le test via leur médecin traitant maintenant, le font en allant à la pharmacie, quoi. Finalement, on a substitué un moyen de distribution par un autre, mais on n'a pas augmenté la participation. Ce qui est évidemment, entre guillemets, catastrophique, parce que on est dans les plus mauvais élèves de l'Europe, alors qu'on a commencé il y a longtemps, et que moi, si vous voulez, ça me navre beaucoup, parce que comme l'a dit Oriane, je suis hépatogastroentérologue, j'ai longtemps travaillé au centre, à l'hôpital Édouard Herriot, au CHU de Lyon, avec justement Jean-Christophe Sorin. Maintenant, je suis dans un centre de lutte contre les cancers et je vois malheureusement beaucoup de cancers. Et je suis toujours attristé de voir des personnes, je les interroge, je leur dis mais pourquoi vous n'avez pas fait le test, vous aviez le test, etc. Je dis d'autant plus que je suis responsable de la distribution du test dans la région, puisque finalement c'est moi qui m'occupe du dépistage, enfin la coordonne des dépistages des cancers dans ma région, et ça m'attriste toujours de voir des personnes qui étaient bien, en bonne santé, qui n'ont pas fait le test, qui se retrouvent avec un cancer, des métastases, etc. Donc, je les culpabilise pas, mais voilà, je suis surtout très peiné et c'est une forme d'échec pour moi, quoi. Mais je peux pas faire le test à leur place, quoi. Hein, parce que personnellement, je dois dire que j'ai fait le test aussi, hein, et que grâce à ce test, je pourrais presque dire que je me suis sauvé puisque on m'a trouvé un polype cancéreux. Qui m'a été enlevé lors d'une coloscopie, et ben, je pense que si je l'avais laissé traîner, j'aurais fait un vrai cancer, quoi. Voilà. Donc, je suis en quelque sorte un excellent exemple des bénéfices apportés par le dépistage organisé. Mais encore une fois, le dépistage organisé ne concerne que je l'ai peut-être pas assez dit, les personnes à risque moyen. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas les éléments dont on va parler après Jean-Christophe Sorin, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à haut risque parce qu'ils n'ont pas d'antécédents familiaux ou personnels, qui n'ont pas de maladies inflammatoires, ou qui ne sont pas à très haut risque parce qu'ils sont dans des familles de cancer ou dans des polyposes, dont va parler Jean-Christophe. Donc ce sont des risques moyens, c'est-à-dire que là, ils sont pas à risque, quoi, finalement, et ils sont invités par maintenant par l'assurance maladie, avant ils étaient invités par les structures de dépistage, peu importe par qui ils sont invités, mais voilà, on va les chercher chez eux, hein, et c'est comme ça que on organise le dépistage organisé, et tout est connu pour ces personnes, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'anonyme, hein, les listes sont tenues par l'assurance maladie maintenant, et les personnes après sont suivies, c'est-à-dire que la structure dont je m'occupe leur dit allez bien faire la coloscopie, s'ils font pas la coloscopie, on le sert, et ainsi de suite, on les suit jusqu'à la coloscopie, l'ablation d'un polype, pouvoir avoir une chirurgie quelquefois. Donc ils sont bien pris en charge. Mais le problème, c'est qu'il faudrait qu'ils fassent le dépistage. Voilà. Il faudrait qu'ils fassent le dépistage. C'est extrêmement difficile de faire bouger les chiffres. Les chiffres recommandés en Europe, c'est 60% de participation. Toléré, enfin dire acceptable, hein, c'est acceptable. Ils sont gentils, ils nous disent acceptable. Ça serait 45% de participation. 30%, on est loin encore. Voilà. Voilà mon petit message, et que je répète régulièrement, et malgré toutes les opérations de promotion, et en particulier une qu'on a lancée à Lyon au niveau de notre structure de dépistage, qui est ce qu'on appelle le défi connecté. C'est-à-dire ça se passe par équipe, les personnes participent en comptant leurs pas, puis en répondant à des questions, etc. Et ça marche très bien, c'était étendu à toute la France. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui œuvrent, mais finalement, les résultats ne sont pas encore tout à fait là. Donc, n'hésitez pas à transmettre
ce message autour de vous. Voilà, quand vous recevez une invitation, faites, ne jetez pas le courrier et allez en ligne, allez chez votre pharmacien, allez chez votre médecin traitant et faites le test qui est quand même rien à faire. Oui, c'est très facile. Alors, c'est l'occasion de dire qu'on est nombreux à tenir des stands de sensibilisation un peu partout en France pendant tout ce mois de mars. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites dans les hôpitaux, dans les centres, dans les pharmacies, parfois aussi sur des places publiques. On a une question de Nancy qui nous dit, est-ce que vous pouvez redire, professeur Panchon, en fait, voilà, donc la tranche d'âge, c'est donc les gens sans risque particulier de la tranche d'âge 50-74. On fait le test de dépistage. Vous pouvez rappeler le pourcentage de tests positifs et après le pourcentage de cancers qu'on trouve ou de polypes à enlever qu'on trouve? Bien sûr. Bien sûr. Le test est positif dans 4% des cas. Voilà. Après, l'avantage, enfin, l'intérêt de ce test maintenant immunologique, par rapport au test colorimétrique, avant on voyait des changements de couleur, c'est difficile quand même, hein, c'est très subjectif, alors qu'immunologique, c'est pas du tout subjectif. On peut faire varier ce qu'on appelle la frontière ou le cut-off, quoi, le taux où on considère que c'est positif ou négatif. Ça donne finalement un test positif dans 4% des cas. Et quand c'est positif, le risque d'avoir quelque chose qui peut évoluer vers un cancer ou déjà un cancer, c'est à peu près 50%, enfin entre 40 et 50%. Donc, c'est beaucoup. Hein. Et alors, pour le coup, ce qui est toujours impressionnant, c'est qu'il y a 13% des personnes qui ont un test positif, ils font la démarche d'avoir le test positif, 13% qui ne font pas la coloscopie. Alors, évidemment, on leur court après, hein, bien sûr, on leur envoie des lettres recommandées, etc. Mais peut-être parce que il y a toujours le pas à franchir avant d'aller au diagnostic de cancer. Mais voilà, il faut pas faire l'autruche. C'est facile à dire de ma part. Hein. Moi, je l'ai pas fait, hein, pour le coup. Pas faire l'autruche parce que on a tout à gagner en faisant la coloscopie pour trouver une forme précoce. Voilà, quand même, la plupart du temps, ça va être une forme précoce qu'on va pouvoir enlever par la coloscopie et on va être débarrassé du risque parce que je finis par ça. Le dépistage, c'est comme une vaccination. Il a été démontré maintenant que l'incidence du cancer sur le nombre de cas par an et la mortalité liée à ce cancer, dans les pays qui participaient bien au dépistage, mais même en France d'ailleurs, hein, mais surtout, par exemple, en Allemagne, hein, commençait à baisser. Ça commence à baisser. Voilà, ça baisse chez les 50-74 ans. Et quand on a fait son test de dépistage entre 50 et 74 ans tous les 2 ans, après 74 ans, on est protégé définitivement. Même si le risque augmente toujours avec l'âge, on est protégé. Et ce qui est malheureusement, ce qu'on observe malheureusement, c'est que les jeunes, ça c'est un autre sujet, mais enfin, les jeunes, entre 20 et 50 ans, l'incidence, enfin, le risque, enfin, explose, hein, vraiment. Et on s'interroge quand même pour savoir s'il ne va pas falloir descendre le début du dépistage à 45 ans. Alors, c'est pas compliqué, là. Hein. Il y a évidemment les facteurs génétiques, mais ce qui est nouveau, c'est pas les facteurs génétiques. Ce dont va parler Jean-Christophe. Ce qui est nouveau, c'est la malbouffe, l'alcool, le tabac, l'obésité, la sédentarité, etc. Enfin, et c'est triste à dire, mais je pense qu'on a donné de mauvaises habitudes à nos jeunes. Voilà. C'est un vieux pépé qui vous dit ça. Non, je ne suis pas tout à fait vieux pépé, mais enfin, voilà, c'est un ancien qui vous dit ça. Voilà. Et je retiens, en fait, ce que vous disiez, il faut pas faire l'autruche. Je crois qu'en médecine, il faut faire l'autruche sur aucun ni dépistage, aucun symptôme, ni rien de façon générale. Et là, c'est vrai qu'il faut pas faire l'autruche. Alors, on a une question qui nous avait demandé pourquoi les tests s'arrêtent à 74 ans. Et vous avez donné la réponse en disant que voilà, on était protégés à partir de 74 ans. Donc, la question suivante, c'est pourquoi sommes-nous protégés à partir de 74 ans? Non, en fait, on est protégé si on a bien fait les tests, hein, d'accord? Si on a bien fait les tests entre 50 et 74 ans, on est protégé après. Si on les a pas fait, pour le coup, faut vraiment faire les tests à 74 ans, hein, ok, avant la fin. Alors après, si on a dépassé l'âge, on a quand même les deux moyens de dépistage qui sont faire un test, mais en dehors du dépistage organisé, quoi, ce qu'on appelle une recherche de sang dans les selles, mais par un test individuel, quoi, on en trouve en pharmacie, hein, ou faire une coloscopie. Voilà, faire une coloscopie, ok.
on sort un peu on sort évidemment du dépistage organisé. C'est un dépistage qu'on appelle opportuniste, enfin individuel, mais c'est vrai que si la personne n'a pas fait ses tests avant, il faudra, enfin, je veux dire, le risque augmente considérablement avec l'âge. Hein. J'ai dit qu'on était gêné parce que les jeunes font de plus en plus de cancers, mais fort heureusement, leur taux reste quand même bien inférieur à celui des plus âgés, quoi. Mais les plus âgés sont protégés quand ils ont bien fait le dépistage organisé. Ils ont été vaccinés. Mais je parle que des risques moyens. Alors, on a une question de Sophie et après, je vous propose de continuer à mettre vos questions, mais on passera à la suite de l'exposé pour continuer à avancer. On a une question de Sophie qui dit, est-ce qu'on doit faire le test donc, du dépistage cancer colorectal quand on a au niveau de l'anus des cellules précancéreuses? Alors là, je pense qu'en fait, ça va être quand même deux histoires assez différentes. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu la part des choses entre les maladies autour de l'anus et le cancer colorectal? Est-ce qu'il y a des choses qui sont liées? Est-ce que ça impacte le test ou pas? C'est deux histoires différentes. Enfin, Jean-Christophe pourra répondre, mais c'est deux histoires différentes. Il y a des cancers de l'anus, mais qui ne sont pas du tout de la même nature histologique, hein, que les cancers du rectum et du côlon. Les cancers de l'anus, ça s'apparente un peu au cancer. Enfin, c'est une famille quand même très particulière. Voilà, c'est heureusement pas fréquent. C'est pas très 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 bon quand même, hein, d'accord. Mais ça n'a rien à voir avec le cancer du côlon. Enfin, ça obéit pas au même dépistage. Tout ce qu'on appelle épidermoïde, hein, ça s'apparente un peu au cancer de la peau et au cancer de l'ésophage, mais c'est quand même une forme très particulière les cancers de l'anus. Voilà. Et donc, ça veut dire que il faut bien sûr suivre ce qui se passe au niveau de l'anus avec son médecin, mais il faut aussi faire le test pour le cancer colorectal, parce que c'est pas la même chose et ça peut être d'autres résultats. On est bien d'accord, hein? Bah oui, bien sûr, oui, bien sûr, bien sûr. Ou alors, à mon avis, la personne là, en l'occurrence, je pense que tout dépend de l'âge, mais je serais quand même surpris qu'on n'ait pas proposé une coloscopie, quoi, pour le coup, quand même. Hein. Très bien. Donc, entre nous, souvent quand même, des problèmes au niveau de l'anus, quel qu'il soit, hémorroïdes, enfin bon, évidemment, cancer, mais fissures, enfin, etc., conduisent quand même, parce que ça saigne, conduisent à réaliser une coloscopie de prudence. Voilà, la coloscopie, c'est un examen fiable, qui est le meilleur examen, à vrai dire, hein, d'accord, mais au prix d'une anesthésie, d'une préparation un peu difficile, enfin, etc. Donc, on le positionne après le test, dans la population entre guillemets standard, mais quand on a des signes, hémorragie ou quoi que ce soit, ou des symptômes, bah, c'est évident qu'on passe directement à la coloscopie, mais ça fera un peu partie de l'exposé de Jean-Christophe Sorel. Et à ce moment-là, on pourrait dire que les patients sont plus à risque, donc ils sont à haut risque à ce moment-là, c'est la coloscopie. C'est un peu le problème qu'on a avec ce dépistage, c'est que c'est un peu complexe pour la population, puisqu'il y a ces deux étages, hein, et même pour les professionnels de santé, quelquefois, hein, entre nous, ces deux étages complexifient vraiment le message, le message général. Et du coup, par exemple, actuellement, l'assurance maladie s'intéresse aux deux. Ils comptent les deux. Quand on compte les deux, la coloscopie et le test, on arrive à des couvertures de population, voilà, qui sont de 45-50%. Voilà. Ce qui est bien par rapport au taux demandé en Europe. Mais ce n'est pas bien de faire des coloscopies quand c'est inutile, vous comprenez? Donc, il vaut mieux respecter la règle qui est on n'a pas de risque, on fait un dépistage organisé par le test, c'est positif la coloscopie. La coloscopie, c'est plutôt pour les personnes dont va parler Jean-Christophe. Bon, moi, je crois que il faut que je laisse la place à mon ami et confrère Jean-Christophe, parce que c'est la partie, moi, je fais d'une partie de santé publique, lui fait la partie scientifique, quand même. Voilà. Donc, du coup, professeur Sorin, on est ravis de vous accueillir ce soir. Alors, déjà, sur mon réseau cancer colorectal, tout le monde a un cancer colorectal. Donc, en fait, ce que vous allez nous expliquer est très important parce que ça va nous permettre de clarifier ce qu'on doit dire dans nos familles, justement. Et on a bien vu avec le témoignage de Sarah que c'était pas si facile. On a besoin de clarifier tout ça. Et puis, il y a différents
niveaux de risque, il y a différentes choses. Donc, on vous propose de vous donner la parole et peut-être de vous, voilà, vous allez nous rappeler donc ce que vous faites et puis on vous mettra vos slides quand vous le souhaitez. D'accord. Alors j'espère que ça va marcher parce que moi, quand Thierry parlait, j'avais une coupure à peu près toutes les 2 minutes, quoi. Alors vous me direz si vous m'entendez bien, mais a priori, je voyais vos deux visages qui fonctionnaient bien, mais celui de Thierry disparaissait très régulièrement. Je sais pas pourquoi. Donc, il y a une Ça histoire fonctionne bien jusqu'à présent, on vous entend. Bon, ça va, Parce que- super. parce Donc voilà, qu'on est donc à moi Lyon, là. effectivement, C'est à Lyon, je ça se travaille passe, hein. depuis de nombreuses années avec Thierry Ponchon. On s'était un peu réparti le travail. Lui, il faisait le cancer colorectal classique, le risque normal, et puis moi, depuis tout petit médecin, je m'étais intéressé à la génétique. Il y a des formes génétiques de cancer du côlon qui sont pas très fréquentes, hein. C'est sur l'ensemble des cancers du côlon, c'est moins de 3%, donc c'est pas beaucoup. Hein. Donc la grande majorité des cancers du côlon, c'est les gens qui sont à risque moyen, risque normal. Donc il y a effectivement 3 niveaux de risque. Le niveau de risque classique dont vient de parler Thierry, c'est, moi je dis souvent à mes patients en consultation, c'est une personne sur 20 qui va faire un cancer du côlon au cours de sa vie. Donc c'est un chiffre qui est quand même marquant. Ça veut dire qu'il n'y a pas de faible risque. On est d'emblée sur un risque moyen. On a tous un risque moyen et c'est dû au fait que le côlon, comme le sein, sont des cancers fréquents dus à plein de choses et en particulier au fait que les cellules se renouvellent très vite et donc sont à risque de partir vers une cellule anormale et vers un cancer. Le deuxième niveau de risque, peut-être que je peux mettre une des diapos juste pour les montrer, si vous voulez. C'est la deuxième diapositive. Le deuxième niveau de risque, c'est les gens qu'on appelle à haut risque. Attendez. On vous met vos slides. Voilà. Et vous pouvez les passer vous-même. Je peux les passer moi en appuyant sur l'ordinateur. Ah bah parfait, c'est génial. Ça marche très bien. Donc cette diapositive montre les deux risques plus augmentés par rapport à celui dont vient de parler Thierry Ponchon, le haut risque. Donc je vous disais, le risque normal, c'est une personne sur 20. Donc le haut risque, c'est une personne sur 10, quoi. C'est 2 fois le risque des risques moyens. Alors, on vient d'en parler tout à l'heure avec l'histoire de Sarah, qui a effectivement une histoire familiale de cancer du côlon au 1er degré chez son père. Donc, on fait théoriquement une surveillance par coloscopie 10 ans avant l'âge du cancer. J'ai l'impression que dans la famille de Sarah, le cancer est arrivé beaucoup plus tôt que prévu, c'est-à-dire bien avant 10 ans. Et j'aurais tendance à conseiller à Sarah et sa famille d'aller voir un généticien parce que c'est quelque chose de tout à fait étonnant chez quelqu'un de relativement jeune. Même si la moyenne d'âge du cancer du côlon, on sait que c'est 65 ans, mais c'est une moyenne. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui vont faire un cancer du côlon à 90 ans et d'autres à 20 ans, et que statistiquement, ça arrive malheureusement très tôt. Et c'est souvent la faute à pas de chance. Ce que j'explique aussi souvent en consultation, c'est qu'un cancer du côlon jeune avant 40 ans, 9 fois sur 10, c'est pas un risque élevé, c'est un risque moyen. Et c'est statistiquement quelque chose qui, comme beaucoup de maladies, peut arriver plus jeune dans la vie, quoi. C'est donc et donc ces gens qui ont un risque augmenté, je dirais à peu près une personne sur 10, ça fait beaucoup. C'est les gens qui ont un proche qui a eu un cancer du colorectal, un parent ou un frère ou une sœur en particulier. Il faut rajouter à ça un petit groupe des gens qui ont une maladie inflammatoire de l'intestin. Vous savez, les maladies de Crohn et les rectocolites, c'est quelque chose d'assez fréquent dans la population française. Il y a 200 000 personnes en France qui ont cette maladie, mais heureusement, il n'y a qu'un petit groupe, attention, de ces 200 000 personnes qui a un risque augmenté de cancer du côlon. C'est ceux qui ont une atteinte de tout le côlon et qui sont vraiment à risque. Et eux, ils sont dans les hauts risques. Et c'est des gens qu'on va surveiller aussi en endoscopie à partir de 8 à 10 ans après le début de la maladie. Et puis, tous les 2 ans, on va leur faire une coloscopie pour les surveiller. Et puis, de plus en plus, les études épidémiologiques ont montré, il y a maintenant des index pour calculer son risque de cancer colorectal. Et ces index, tous sont d'accord, il y a plein d'index, mais tous sont d'accord pour vous dire que les gens en fort surpoids, un IMC supérieur à 30, et c'est quand même assez fréquent maintenant dans la population. Il y a, comme disait Thierry, il y a probablement un problème d'alimentation. C'est des gens qui ont un gros surrisque de faire un cancer du côlon. Et les gens qui ont un tabagisme prolongé, ce qui est 34% des hommes et 30% des femmes, c'est quand même beaucoup. Et ces gens-là sont aussi à considérer comme un risque augmenté de cancer du côlon. Donc, le gastro-entérologue, son boulot, c'est de voir quel est votre niveau de risque quand il vous voit en consultation et de dire, ben, vous avez un risque moyen. Donc, comme on vous envoie vers le centre de dépistage classique et le dépistage organisé du cancer du côlon sur les selles. Et puis, c'est à nous quand même d'identifier des gens qui sont à risque augmenté, qu'on va plutôt orienter, même s'il y a beaucoup de demandes de coloscopie, on va plutôt les orienter vers une coloscopie de dépistage, vers un âge qui est autour de 45 ans, 50 ans pour certains, et puis tous les 5 ans après.
Donc ça, c'est beaucoup de gens quand même qui sont à haut risque de cancer colorectal. Et puis le tout petit groupe, donc je m'occupe vraiment spécifiquement et qui doit avoir un dépistage très compliqué et beaucoup plus précis et beaucoup plus fréquent et souvent beaucoup plus jeune, ce sont les gens qui ont un risque génétique. Il y a deux gros risques génétiques pas trop rares dans la population. C'est la maladie de Lynch, qui est très importante parce que c'est quand même une personne entre 1000 et 2000. Donc c'est assez fréquent pour une maladie génétique. Ça en fait une des maladies les plus fréquentes. Et ça, ce sont des gens qui ont un risque vraiment élevé de cancer du côlon, plus de 50%, 60% au cours de leur vie en cumulé. Bien sûr, ça va s'aggraver s'il y a des facteurs de risque comme le surpoids et le tabac. Donc, il faut aussi prendre en compte la qualité de vie et le mode de vie des gens, même dans les gens qui ont un risque génétique. Et puis, la surveillance, elle va commencer dans la maladie de Lynch beaucoup plus tôt, vers 20 ans. Et ça va être une surveillance par coloscopie tous les 2 ans. Et puis, à partir de 30 ans, on va avoir d'autres choses à surveiller parce que ces maladies génétiques, par principe, elles touchent toutes les cellules de l'organisme. Et heureusement, on ne va pas faire des cancers partout sur toutes les cellules de l'organisme, mais il y a un certain nombre de sites selon la maladie. Et la maladie de Lynch, il y a le côlon, il y a l'endomètre, il y a l'estomac et il y a la vessie, en particulier la peau. Voilà, il y a quelques sites. Les plus gros risques sont le côlon et l'endomètre, c'est-à-dire l'utérus. Et il y a une surveillance qui va être très régulière toute la vie pour les hommes du côlon, pour les femmes du côlon et de l'utérus, pour rechercher un cancer et surtout pour arriver très tôt. Et la bonne nouvelle quand même, c'est grâce à cette prise en charge qui est souvent très bien faite et très bien organisée au niveau de la France et au niveau de la région Rhône-Alpes en particulier, on va prévenir les cancers, c'est-à-dire qu'on va éviter l'apparition des cancers du côlon en particulier, et on va trouver, non pas prévenir, mais trouver très tôt les autres cas de cancer, et donc sous la grande majorité des cas, on arrive à guérir les gens et à leur faire avoir une vie presque normale, sous réserve d'une surveillance un peu importante. Et puis une forme qui est très particulière à Lyon, parce qu'on est un peu un centre de référence et qu'on organise au niveau de toute la France un réseau de prise en charge. Pour l'objectif de ce réseau, c'est vraiment d'améliorer la prise en charge et que tout le monde fasse un peu la même chose et que les gens soient soignés de la meilleure façon possible. C'est la polypose génétique colorectale. Ça, c'est une personne sur 8000, c'est quand même assez rare. Ça fait à peu près 3000 personnes en France. Et ce sont des gens qui ont vraiment une situation très particulière puisqu'ils vont développer très jeunes, même avant l'âge de 10 ans, beaucoup de polypes sur le côlon. Et ces polypes vont commencer à devenir dangereux et donc à nécessiter une surveillance à partir de 14 ans, 15 ans. Et le risque de cancer, si on les prend pas en charge, est très, très élevé. C'est quasiment 100% à partir de 35 ans. Heureusement, on les prend en charge bientôt. Donc, on commence à faire des endoscopies à 13-14 ans. Et puis, on enlève les gros polypes. Et puis, il y a un moment dans la vie, souvent autour de 20 ans, où on est obligé, dans cette prédisposition, à faire une chirurgie. Cette chirurgie va consister à enlever une grande partie du côlon, parce que ce côlon a tellement de polypes que pour nous, gastro-entérologues, il n'est plus possible de surveiller correctement et d'éviter la survenue d'un cancer du côlon. Donc, on décide d'une chirurgie à un moment qui est le plus opportun pour la personne, pour sa vie, pour ses études, etc. C'est souvent autour de 20 ans. Et après, on va continuer à surveiller un petit bout de côlon qui va rester et bien sûr d'autres sites comme le duodénum toute la vie. Donc, c'est vraiment une prise en charge organisée, combinée, souvent sur plusieurs organes, donc dans la maladie de Lynch, avec le côlon et l'utérus en particulier. Et on a une très grande chance en France, c'est que ces risques génétiques sont très bien identifiés. Parce qu'on a, grâce à l'INCA qui a fait un énorme travail dans les années, l'INCA c'est l'Institut du cancer pour tout le monde, qui a fait un énorme travail dans les années 2000, 2005, 2010, qui a mis en place sur l'ensemble de la France des réseaux régionaux de surveillance de ces patients à haut risque et en donnant des moyens de consultation de génétique, de gastro-entérologue et d'organisation informatique pour très bien surveiller ces gens et les aider à se surveiller. Quand les personnes qui ont ce risque sont rentrées dans le réseau, en fait, ils vont recevoir régulièrement des lettres pour leur rappeler qu'ils ont un examen à faire. Et on suit complètement leur prise en charge comme ça tout au long de la vie, en les prévenant au fur et à mesure des examens qu'ils ont à faire. Donc voilà, on a une grande chance en France et on nous l'envie dans les pays limitrophes. On a une très bonne organisation de consultation de génétique et de prise en charge génétique et de réseau pour toutes ces pathologies qui sont assez rares. Et donc, j'avais prévu juste de vous montrer un arbre. Ça, c'est
un arbre familial, c'est ce que moi je fais tous les jours en consultation de génétique. Je vois les gens et on prend en une demi-heure, 3 quarts d'heure le temps de reprendre toute leur histoire familiale et tous leurs antécédents. On met ça sur un diagramme comme ça. Et ça, c'est un exemple tout à fait typique d'une famille dans laquelle il y a un très haut risque de cancer. Les gens en rouge, c'est les gens qui ont eu un cancer du côlon. Vous voyez qu'il y a 3 générations qui sont impliquées, qu'il y a un cas un peu jeune avant 50 ans. Et donc, c'est une famille typique. Et tout médecin qui voit cette famille, et pour vous qui écoutez, si vous avez dans votre entourage des gens qui ont ce type d'arbre familial, il faut évidemment tout de suite les envoyer vers un généticien. Mais souvent, il faut bien avant y penser, hein. Il vaut mieux aller voir un généticien quand on a un doute, quand on a 2 antécédents dans la famille, quand on a un cas de cancer un peu jeune. Il faut tout de suite y penser. Il vaut bien mieux aller voir un généticien pour rien que passer à côté d'une maladie génétique qui va vraiment impacter votre famille, vos enfants et tous vos proches. Donc voilà les choses essentielles. Et puis je voulais, avant de passer aux questions, vous montrer juste les réseaux qui existent. Ça, c'est le réseau des polyposes. On a la chance de le coordonner à Lyon et on est en rapport avec 8 centres en France qui sont des centres experts pour cette maladie qui est la polypose adénomateuse familiale. On fait tous ensemble des réunions au moins tous les 2 mois pour discuter des cas difficiles et on a un contact très étroit avec l'association des patients qui, dès qu'elle a une question, dès que quelqu'un est en souffrance, dès que quelqu'un a peur de ne pas avoir la prise en charge qu'il faut, prend contact avec le réseau et la plupart du temps on les rassure et on les réoriente s'il le faut pour leur prise en charge. Et puis ça c'est le réseau régional de la prise en charge pour l'autre pathologie qui est la maladie de Lynch. On l'organise sur la région Rhône-Alpes, mais en fait où vous soyez en France, vous avez la chance d'avoir un réseau identique qui est organisé par région et vous avez un référent par région avec un numéro de téléphone, avec un mail et ça vous permet éventuellement d'accéder à des questions, à des renseignements et surtout nous, on organise toutes les personnes qui ont le diagnostic de la maladie de Lynch dans la région Rhône-Alpes sont enregistrées dans un ordinateur et on les aide en envoyant des lettres de rappel pour leur surveillance et c'est vrai que dans la maladie de Lynch, il faut penser au côlon, à l'utérus, à la vessie, à la peau. Donc, c'est des choses qu'on va finir par oublier. Et grâce à ces rappels réguliers, et puis il y a une personne référente qui suit tous les dossiers et qui vérifie qu'il n'y a pas trop de retard dans la prise en charge des personnes. Et quand il y a un retard, on a une alerte, on contacte la personne, on contacte le médecin et ça permet de prendre en charge comme il faut ces personnes. Voilà. Donc, c'est pour vous montrer 2 exemples de la chance qu'on a en France de disposer de réseaux qui permettent de prendre en charge ces pathologies pas très fréquentes, mais qui nécessitent un suivi très rigoureux et bien fait. Merci beaucoup. Alors, on a quelques questions. Le professeur Panchon a commencé à y répondre. Merci. On a une question en France, il y a quand même des régions où il y a un désert médical. Et donc, il y avait une personne qui disait mon gastro-entérologue qui faisait mon suivi est parti à la retraite, il n'est pas remplacé. Alors, pour le dépistage, est-ce que vous pouvez nous redire comment récupérer le kit? Parce que le kit, ce n'est pas que chez le gastro-entérologue et il y a beaucoup de points de récupération. Et ensuite, peut-être comment faire un suivi colo, etc. si son gastro est à la retraite. Y a-t-il des pistes, des choses qui sont mises en place dans les régions où, voilà. Au moins, je laisserai aussi Jean-Christophe répondre, mais d'abord, il faut quand même, effectivement, quand on a commencé à rentrer en coloscopie, en quelque sorte, on a dû faire une coloscopie parce qu'il y avait des indications dont a parlé Jean-Christophe Serin, parce qu'on a des symptômes, parce qu'on a vraiment du sang dans les selles, etc. Entre autres, les symptômes des alternances de diarrhée-constipation, parce qu'on a des antécédents, etc. Bon, bref. Ou parce que son test était positif. Donc, on est rentré dans le cursus coloscopie. Le gastro-entérologue va dire à la fin de la coloscopie quand est-ce qu'il faut revenir pour une nouvelle coloscopie. D'accord? Alors, on a un peu élargi les intervalles de surveillance, un peu, même beaucoup élargi les intervalles de surveillance, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'avant, c'était quand même 3-5 ans. Maintenant, c'est plutôt 5 ans et même 10 ans. Pourquoi? Parce que la qualité de la coloscopie s'est améliorée, la qualité de l'imagerie, parce qu'il y a également des critères de qualité de la coloscopie que suivent les coloscopistes. Donc, du coup, effectivement, même en Europe, maintenant, on est à 10 ans pour faire une coloscopie. Alors après,
Ça dépend des types de polypes qu'on a eu, etc., etc. Enfin, donc, le coloscopiste va vous dire quand revenir. Souvent, maintenant, il vous dit de revenir déjà pour une consultation, pour voir s'il y a des nouveaux éléments, etc. Bon, ok. Et ma structure de dépistage aide à la reconvocation des gens. Ça, c'est très bien, parce que, paradoxalement, il y a un petit paradoxe. Les personnes qui n'ont pas de risque, eh bien, on leur envoie, on les invite, etc. Mais les personnes qui ont un risque et qui ont déjà une coloscopie, personne ne les reconvoque. Et paradoxalement, les gens qui ont plus de risques, ils sont moins bien suivis que les gens qui ont un risque moyen. Mais moi, j'ai beaucoup œuvré pour que ça soit différent et qu'on reconvoque les personnes, etc. Mais il y a beaucoup de personnes qui doivent avoir une coloscopie qui ne sont plus suivies, quoi. Enfin, voilà, c'est un peu triste. Alors, il y a quand même, on arrive à faire 1,2 million de coloscopies par an en France, hein. Certes, c'est difficile de trouver quelquefois un coloscopiste, mais quand même, hein, je suis beaucoup plus inquiet, par exemple, pour la mammographie entre nous, hein. Pour les femmes, maintenant, de faire une mammographie, ça nécessite vraiment de beaucoup voyager, entre guillemets, pour aller trouver. Mais je serais surpris que vous n'arriviez pas à trouver un gastroentérologue pour faire une coloscopie. Le problème, c'est le délai. Le problème, c'est le délai, parce que évidemment, idéalement, ça devrait être dans le mois, quoi. Bon, mais pour suivre ça de façon précise dans mon centre de détection, ça peut quand même aller jusqu'à 3 mois. C'est le problème. C'est le problème. Vous savez, c'est pas moi qui contrôle la démographie des médecins. Bon, ok. Ni Jean-Christophe Sarin. Ok. Bon. Il manque de médecins généralistes, il manque de radiologues, il manque, etc., etc. Et il manque quand même de spécialistes. Et je suis bien placé pour le savoir parce que je suis à la Commission nationale du Conseil de l'Ordre où je valide la formation de médecins étrangers qui viennent travailler en France, hein, ok, dans les centres hospitaliers, en particulier périphériques. Ok, il faut bien peser la formation de ces gens versus le besoin. Il y a des besoins énormes dans certaines régions, dans certains endroits. Je ne peux que le déplorer. Bon, vous allez trouver un coloscopiste, n'est peut-être pas pour avoir une coloscopie dans le mois. Voilà, je suis navré. Mais entre nous, au début, je blâmais beaucoup le ministère de la Santé. Je disais, mais oui, le ministère de l'Éducation, etc. Je disais, mais pourquoi on forme pas plus de médecins, quoi? Parce que vous savez, on n'a pas formé de médecins on limitait le nombre de médecins pour limiter les dépenses. Voilà, c'était moins de médecins, moins de dépenses. C'était un peu, entre nous, c'était un slogan un peu stupide, quoi, hein, ok. Et maintenant, d'augmenter, effectivement, il n'y a plus le numerus clausus, il est différent et on a plus de médecins. Mais c'est très difficile d'anticiper quand même ce que va devenir un étudiant en médecine. Un étudiant en médecine, maintenant, il peut ne pas s'installer, hein. Il peut se diriger vers d'autres voies d'activité. Il change, vous savez très bien, il y a quand même plus de mobilité chez les jeunes et on a beaucoup plus des difficultés à anticiper, et c'est valable pour les infirmiers, hein. Je crois qu'il y a 30% des infirmiers qui finissent pas le cursus. Donc, je veux dire, je blâme un peu moins le ministère de la Santé, quoi. Voilà. Et là, du coup, juste, je me permets de vous couper un instant pour vous demander de nous préciser quelque chose. Imaginons qu'il y a plusieurs situations pour en fait demander une coloscopie. Il y a, j'ai un test positif après qui est revenu positif, donc on me propose de faire une coloscopie, ou j'ai des symptômes qui sont qui alertent, on me propose de faire une coloscopie, ou je suis dans mon suivi de famille particulièrement à risque. Ma question concrète, c'est est-ce que dans ces centres justement de coloscopie ou vos centres experts, vous avez des plages entre guillemets un peu d'urgence pour les situations, j'allais dire, qui ont peut-être besoin d'une réactivité un peu plus forte au regard des risques, puisque vous avez souligné une chose qui est quand même assez préoccupante, c'est que finalement, automatiquement, quand on a un risque, on va dire lambda, on va recevoir nos courriers pour faire le test, etc. Mais si on est plus à risque, en fait, c'est quand même un petit peu moins structuré, où ça va être peut-être centre dépendant, etc., où ça va nécessiter qu'on soit nous-mêmes assez proactifs en tant que personne, ce qui est pas toujours si évident que ça. Donc, est-ce que vous êtes, est-ce que vous avez des plages, entre guillemets, coloscopie d'urgence? Je laisse répondre à Jean-Christophe, je répondrai après.
Vous voulez que je réponde ou parce que je suis désolé, j'entends pas du tout Thierry, donc je sais pas ce qui se passe. J'ai pas du tout le suivi. Donc Oui, volontiers. sur Edouard Herriot, on a un centre un peu expert avec beaucoup d'endoscopies très compliquées et de traitements endoscopiques compliqués. Donc on a énormément de gens qui nous sont envoyés de la région, de partout, et on a des plages qui sont extrêmement prises. Cela dit, à partir du moment où j'ai en consultation un patient qui a une maladie génétique, par exemple, qui n'a pas été dépisté depuis pas mal d'années et qui a besoin d'un geste en urgence, on a la chance de travailler avec des infirmières d'organisation, de programmation, etc., qui font des efforts incroyables, et on arrive toujours à glisser une place dans le mois pour la personne qui a vraiment besoin. Heureusement, c'est pas trop fréquent. Mais pour le dire honnêtement, on jongle beaucoup dans un centre comme le nôtre parce qu'on a tellement de demandes et malheureusement des plages qui sont limitées en nombre, et bien qu'on ait 4 salles d'endoscopie qui sont ouvertes 5 jours par semaine, c'est très difficile d'avoir suffisamment. On n'a pas trop de places, donc on se bagarre pour trouver des places quand il le faut. Heureusement. Merci beaucoup. Alors nous, pardon, excusez-moi. Oui. On a le même, on fait de même. C'est vrai que quand il y a du sang dans les selles, etc., quand il y a des symptômes, eh bien évidemment, on programme à l'avance. Hein, ok, on avance les rendez-vous, on se débrouille, on arrive toujours à trouver une place. Voilà, c'est au cas par cas. Pour le coup, c'est vraiment au cas par cas. Mais quand même, il faut reconnaître que, en revanche, pour les personnes qui ont qu'un test FIT positif, bah voilà, ils rentrent dans la queue des patients à programmer, donc personnes à programmer, donc ça peut prendre plus de temps. Alors, test positif, c'est quand même alarmant, hein, d'accord? Donc on essaye aussi de faire des efforts, mais c'est assez. C'est un peu frustrant, cette situation, je reconnais, hein, c'est un peu frustrant. Voilà. Mais c'est pas notre fait, hein, on voudrait bien être plus nombreux et avoir plus de plages. On est aussi dépendant des anesthésistes, par exemple, hein, vous savez, parce que chez nous, ça se fait sous anesthésie. Et les anesthésistes sont aussi en nombre limité, hein, c'est extrêmement difficile. La démographie est vraiment en difficulté des anesthésistes. Pourtant, on aime bien travailler avec eux, mais bon, on peut pas. Voilà, on a un nombre limité, on fait avec ce qu'on a. C'est triste, hein, c'est comme ça. Voilà. Merci. On a une question de Sandrine qui nous dit en 89, la génétique n'existait pas, et donc comment savoir comment le cancer d'intestin, foie d'un papa, de 2 tontons peut être génétique pour les enfants et les petits-enfants? Ça, je peux répondre peut-être. Donc voilà, c'est une situation très fréquente effectivement en consultation de génétique. Les antécédents familiaux, quand ils datent d'avant les années 2000, je dirais, sont souvent des dossiers trop anciens qu'on ne va souvent même pas retrouver forcément en intégralité dans les hôpitaux, où il n'y a plus de prélèvement. Parce qu'on peut travailler sur des prélèvements qui ont 20 ans, hein, quand les prélèvements étaient bien faits. Malheureusement, ils ne sont pas souvent conservés. Et avant des années 2000, c'était compliqué. Donc là, on va faire une histoire familiale la plus précise possible. On va prendre les renseignements. Et comme on ne peut rien faire effectivement sur les antécédents, les personnes qui sont décédées souvent depuis longtemps, on va parfois faire une recherche génétique, ce qu'on appelle un panel de gènes. La recherche génétique moderne, vous savez, pour rechercher une maladie de Lynch ou une polypose familiale, ça se fait en une petite prise de sang. Et sur cette prise de sang, on va analyser une dizaine de gènes qui sont responsables de ces formes génétiques de prédisposition au cancer. On a 35 000 gènes, hein, on n'analyse que 10 gènes. On est raisonnable. Et grâce à ça, on peut parfois, vous avez deux enfants, par exemple, dont le père et puis plusieurs oncles et tantes ont fait un cancer du côlon. Et ben, on va pouvoir tester directement les gènes de ces 2 enfants, un par un, parce qu'il faut faire les 2, parce qu'on n'est pas sûr que l'un ou l'autre ait le risque. Et donc, on fait les 2, et ça permet de les rassurer en écartant les principales prédispositions au cancer du côlon génétique. Donc on peut faire une prise de sang même quand toute l'histoire familiale n'est pas accessible. Alors, avant de repasser peut-être un peu la parole à Sarah, je voulais quand même poser une des questions de Didier qui dit, voilà, dans le cadre d'une surveillance avec un risque héréditaire, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas d'autres examens que la coloscopie, et par exemple le coloscanner? Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence de cet examen et peut-être son intérêt et ses limites?
J'ai répondu. Les examens alternatifs, il y en a plusieurs. Le test immunologique, c'est un examen alternatif. Finalement, c'est un test sur les selles. Le coloscanner se fait très peu et de moins en moins parce qu'il faut des radiologues experts et que c'est pas quelque chose qui est très répandu et que un radiologue qui en fait pas souvent, il va vous rendre des résultats qui seront très mal interprétés souvent et pas très fiables. Donc ça se fait plus beaucoup pour cette raison. La deuxième raison, c'est que c'est quand même beaucoup moins précis qu'une coloscopie. Il y a des polypes qui sont très difficiles à voir et le but du dépistage, c'est de trouver des polypes, surtout dans les formes héréditaires, c'est de trouver des polypes adénomateux les plus tôt possible et de les enlever et d'éviter qu'ils deviennent des choses importantes, qui seront des tumeurs. Alors, le coloscanner est très très bon pour détecter les tumeurs, mais pas très bon pour détecter tout ce qui est plat, tout ce qui est débutant en fait. D'accord. Et puis un autre examen qui est la capsule endoscopique qu'on peut faire sans anesthésie, qui est une petite caméra qu'on avale et qui peut faire un examen du côlon sans anesthésie. Mais malheureusement, elle n'a pas la précision d'une coloscopie, la finesse de détection d'une coloscopie, et elle va pas détecter tous les polypes. Donc, dans les formes familiales, il faut les examens les mieux possibles en fait. Et l'examen le mieux possible et qui va permettre de bien voir et d'enlever tous les polypes qui sont potentiellement dangereux, c'est la coloscopie. Et n'oubliez pas que la coloscopie, elle a deux avantages. Elle voit et elle permet d'enlever. Alors qu'un coloscanner ou une capsule, ça voit, mais ça ne permet pas d'enlever. Merci beaucoup pour ces précisions. Du coup, Sarah, est-ce que tu as des réponses, d'autres questions et encore merci, il y a eu beaucoup de petits messages dans le chat pour te remercier de ton partage d'expérience familiale. Non, c'était juste pour dire que j'avais fait consultation d'oncogénétique, hein, mais ils n'avaient rien trouvé. Même si elles m'ont dit peut-être un jour on aura un nouveau gène et qu'on vous recontactera. Oh. C'est très rassurant. Un bilan oncogénétique en 2025, c'est déjà extrêmement précis. Peut-être trouvera-t-on quelques très rares gènes pour quelques très rares familles dans le futur, mais on a déjà des connaissances extrêmement développées sur la génétique et c'est très rassurant. Merci. Alors, est-ce qu'il y a de nouvelles questions brûlantes pour nos invités? Parce qu'on arrive pile à l'heure, on va pouvoir voir passer quelques petits messages. Alors, tac, 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 tac. Donc ça, on a dit. Je crois qu'il y avait une question, oui, de Laurence, juste par rapport à la coloscopie. La coloscopie, ça se prépare et ça se prépare de façon plus ou moins agréable. Est-ce qu'il y a des innovations à venir pour que ce soit plus acceptable? Bon, je peux en parler. Oui. Je peux en parler. À vrai dire, quand on fait une coloscopie à un patient, on le voit obligatoirement en consultation avant pour lui expliquer la coloscopie, qu'on va enlever des polypes, comment on les enlève, quels sont les faibles risques liés à l'ablation de polypes, hein, évidemment le risque que ça saigne, le risque de perforation. Enfin, bon, les risques sont faibles, on peut dire exceptionnels, mais les patients doivent être prévenus. Mais surtout, cette consultation sert à expliquer la préparation. Et maintenant, peut-être dans le temps, au début, c'est vrai, je laissais un peu le secrétariat l'expliquer ou le personnel qui était paramédical qui était présent à la consultation. Mais dans mes nouvelles fonctions, je l'explique moi-même. Et entre nous, quand je suis arrivé, je venais du service où j'étais avec Jean-Christophe, quand je suis arrivé, la préparation n'était pas très bonne. Et je me suis appliqué à bien expliquer aux patients et bien leur détailler. Et franchement, maintenant, les préparations sont très bonnes. Et c'est fondamental d'avoir des préparations très bonnes pour nous, parce que l'examen est évidemment plus facile à réaliser, on peut enlever plus facilement des polypes, mais également pour les personnes, hein, bien entendu. Si on peut dire la préparation, on la cote même, hein, on a un score. Si la préparation est de très bonne qualité, on est tranquille. Voilà, on a très très peu de risques d'avoir raté une lésion. Vous comprenez, même une lésion plane. Alors que si on est noyé malheureusement dans les pépins de raisin, etc., je vous passe les détails, évidemment, on va passer notre temps à essayer de nettoyer, puis on va moins bien examiner. Donc, les personnes doivent être bien informées sur la préparation. Et ça la rend plus facile à prendre, à vrai dire. Par exemple, j'informe vraiment les patients sur le temps nécessaire pour cette préparation, en leur disant c'est pas la peine de prendre trop vite. Je leur donne les horaires, voilà, et c'est bien mieux toléré. Moi, je le sais, parce que moi,
j'ai fait des coloscopies, je vous l'ai dit, donc je sais bien ce que c'est la préparation. Les préparations, ce sont quand même, alors c'est presque une science, hein, la préparation. Ça fait beaucoup travailler les laboratoires parce qu'effectivement, c'est quand même, il y a beaucoup de produits de préparation qui sont vendus en France, en Europe et dans le monde, et donc il y a vraiment de quoi travailler. Et il y a des recettes qui ont été montrées meilleures que d'autres, mais il y a des nouvelles préparations avec des nouveaux produits qui font que, je ne vais pas vous passer les détails, mais globalement, le volume de la préparation elle-même est limité. On peut dire c'est maximum 2 litres, quoi. 1 litre la veille, 1 litre le matin, et le reste, c'est du liquide clair à boire, de l'eau, de ce qu'on veut de clair, pas du jus d'orange, évidemment. Et à ce moment-là, les personnes, franchement, même des personnes très âgées, l'acceptent bien. Je dis ça en riant un peu, hein, mais ça fait toujours rire les patients, mais ils comprennent très vite. Il faut que quand ils finissent la préparation, on se vide. Ok, c'est pas dans le secret, hein, okay, on se vide. Mais quand on a fini la préparation, eh bien, ce qui sort à la fin, ça va faire rigoler Jean-Christophe s'il m'entend, mais je leur écris noir sur blanc, ça doit être couleur champagne, voilà, couleur champagne. Eh ben, je vous promets que depuis que j'explique aux patients qu'il doit avoir une fin de préparation avec couleur champagne, eh ben, j'ai des très bons résultats de préparation. Et c'est un joli message qu'on va pouvoir relayer. Oui, non, les gens sont pas stupides, il faut juste bien leur expliquer, voilà, et puis on peut parler de choses comme ça, voilà, c'est tout, il faut bien se préparer, bon, ok, il faut se vider, il faut vider toutes les selles, voilà, ok, ben c'est comme ça, mais c'est comme ça qu'on fait une coloscopie, et je vous promets qu'une coloscopie, c'est un bel examen, hein, même visuel. Hein. C'est un bel examen visuel. On est très content quelquefois de trouver des tout petits polypes, etc. Et de pouvoir en faire bénéficier les patients de leur résection. Et avant, certainement, on pouvait rater des polypes. Mais maintenant, beaucoup moins. Mais c'est très important parce que même une personne qui n'a pas de risque, qui n'a pas un test positif, chez 25% des femmes, on peut enlever un polype. Et chez 35% des hommes, on peut enlever un polype. Donc, vous voyez, c'est on trouve beaucoup de polypes. Et donc, il faut être dans de bonnes positions, en particulier de préparation, pour pouvoir les enlever. Voilà. La messe est dite. Excusez-moi. Hein. Merci, ça finit sur du champagne. Et juste, alors, dernière question, parce qu'elle est quand même super intéressante. La coloscopie, c'est très majoritairement fait avec une anesthésie. Est-ce que éventuellement, ça peut être fait sans anesthésie. Est-ce qu'il y a une place de l'hypnose là-dedans en 2 mots, enfin 30 secondes, professeur. Jean-Christophe, non Jean-Christophe, l'hypnose, ça vous parle? Non, oui. C'est à moi parce que comme j'entends pas Thierry, je ne savais pas si c'était moi. On ne le fait pas chez nous, c'est assez compliqué à organiser. Alors, pour être très honnête, la coloscopie sans anesthésie, ça fait mal. Malheureusement. Je l'ai fait beaucoup parce que j'ai beaucoup travaillé avec des amis au Cambodge et là-bas, on n'a pas tellement d'accès à l'anesthésie et j'ai fait pas mal de coloscopies. J'ai vu faire et j'ai vu peu de gens qui supportaient la coloscopie sans douleur. Alors, sous hypnose, il y a quelques centres qui le font. Je crois que ça se fait sur Châlons en particulier, autour de nous. Et il y a quelques centres qui ont cette expérience, qui l'ont pratiqué. En général, ils l'ont mis en place parce qu'ils avaient un manque d'anesthésiste en fait. Et je pense que ça se fait assez bien dans certains centres. Et c'est tout à fait possible avec une mise en condition, un peu de musique, de l'hypnose, d'arriver à faire la coloscopie. Il faut que ça reste simple et que ça reste du dépistage parce que dès qu'on doit faire des traitements, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué et c'est beaucoup plus difficile de faire ça sans anesthésie. Donc nous, on n'a pas cette expérience sur les gros centres comme le nôtre parce qu'on a l'immense chance d'avoir des anesthésistes très performants et d'avoir beaucoup d'accès à l'anesthésie et les gens sont plus confortables et je dirais que dans les syndromes héréditaires, c'est tellement plus simple parce qu'on a presque toujours des traitements à faire et que les gens sont beaucoup plus confortables sous anesthésie. Je rajouterais que les produits anesthésiques ont beaucoup changé quand même maintenant. Ils sont très efficaces, beaucoup plus faciles à manipuler. Les patients sont extrêmement bien surveillés par les anesthésistes. C'est en France que l'anesthésie est le mieux contrôlée, entre guillemets, et qu'on a le moins de risques en Europe liés à l'anesthésie. Parce que les patients sont bien... C'est pas mauvais un anesthésiste
avant une coloscopie, parce que il va faire un examen clinique que ne fait pas forcément le gastroentérologue. Il va s'intéresser aux problèmes cardiaques, aux problèmes pulmonaires, etc. Et je trouve que ce sont d'excellents, enfin personnellement, je trouve que ce sont d'excellents professionnels et qui finalement font un espèce de check-up de clinique des personnes. Je dirais presque, il faut presque en profiter, voilà. Et franchement, moi je l'ai eu sans anesthésie, la coloscopie. Bon, parce que je savais que on n'allait pas me perforer. Si vous voulez, quand vous avez très mal, vous avez l'impression qu'on va vous perforer, quoi, en quelque sorte. Bon, bah, vous serrez un peu les dents, etc. Mais bon, pour mes patients, je recommande pas sans anesthésie, franchement. Okay. Moi, c'est bien pour moi, mais mais pas pour les autres. Hein. Voilà. Et puis c'est bien orchestré, c'est bien organisé en France. Enfin voilà. Faites plutôt sous anesthésie. Les endoscopistes prendront un peu plus de temps, ils feront un meilleur examen, ils se battront pas contre vous. Voilà. Bon, moi j'ai longtemps essayé de trouver des méthodes alternatives, mais c'est fini maintenant. L'anesthésie bien faite avec les drogues modernes, ça va, c'est bien. Bon, formidable. Alors on vous remercie beaucoup. On arrive vraiment à la fin de notre réponse. On a mis dans le chat avec Oriane plusieurs rendez-vous. Alors vendredi, on a quelque chose qui est tous les mois sur mon réseau cancer colorectal. C'est un café d'échange en ligne, hein, donc les personnes peuvent s'inscrire quel que soit leur lieu de vie. Donc ça, voilà, sachez que ça existe de façon mensuelle. On marche aussi, on a créé une marche à Toulouse, mais aussi en ligne le 22 mars qu'on a appelé Marchons Bleus pour tous ensemble, j'allais dire à la fois sensibiliser au cancer colorectal, informer, mais aussi marcher, ce qui est une bonne chose. Et l'idée de bouger, on sait que c'est l'activité physique, faire attention à son poids, etc. C'est bon pour les patients, mais c'est bon aussi pour prévenir le cancer colorectal. Donc c'est une bonne façon de le faire. Avec Oriane, on vous donne rendez-vous pour une autre webconférence le 27 mars. Donc là, ça sera sur le cancer du côlon et du rectum localisé et localement avancé. Et puis, Oriane, je te laisse nous donner aussi un autre rendez-vous en présentiel. Oui, alors le 4 et le 5 avril, Trajectoire Cancer revient à Paris. Donc, c'est du présentiel et nous aurons un atelier spécifiquement dédié au parcours de soins dans les cancers colorectaux avec le docteur Holbeck de Gustave Roussy qui sera en binôme avec un ou une patiente de mon réseau cancer colorectal. Et bien sûr, sur place, il y aura des espaces associatifs où vous pourrez rencontrer votre association préférée, mon réseau cancer colorectal et Patients Réseau, bien sûr, d'autres associations de soins de support, etc. Il y aura même des petits ateliers d'activités physiques adaptées et tout un espace dédié à l'interception des cancers avec l'équipe interception de Gustave Roussy, mais aussi qui sont présents dans toute la France et qui font des petites conférences, des ateliers, etc. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. On sera très heureux de vous rencontrer en visuel, de visu. Voilà. Merci beaucoup à vous deux de nous avoir donné ces informations médicales et je veux dire de ces repères. Voilà. Bonne soirée à tous. Bonne soirée et à bientôt. Au revoir.